Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous au Salon du Livre de Genève, émission enregistrée en public. Merci aux nombreux publics d'être présents avec nous. Nous allons parler des rapports Orient-Occident sous des formes diverses, mais on verra qu'il y a beaucoup de points de rencontre entre nos invités. Sarah Chardonnant et la Syrie, Bonjour. Mathieu Ricard et l'Orient extrême et les religions orientales, Guy Métan et la Russie, qui est d'ailleurs invité d'honneur de ce Salon du Livre, et puis Jean-Christophe Ruffin, l'Orient de la beauté, mais aussi l'Orient de la terreur, de l'horreur islamiste violente dont on parle tellement depuis tant de mois. Peut-être un premier tour de table sur l'Orient, sur le premier Orient de chacun d'entre vous. Vous êtes l'aîné, Mathieu Ricard, hein? Peut-être, sans doute. Je crois le plus ancien. Pour chacun, la première impression de l'Orient, le premier moment où vous vous êtes dit, voilà, je dois quitter l'Occident, c'était quoi? C'était quoi pour vous, Mathieu? C'était la rencontre d'êtres remarquables qui ne me montraient pas forcément comment atteindre telle ou telle capacité ou génie, comme de jouer du piano, mais comment essayer de devenir un meilleur être humain. Donc la rencontre de maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion communiste chinoise du Tibet et s'étaient réfugiés en Inde. Premier voyage en Inde, hein, je crois, 1967, Ouais. oui, presque un demi-siècle. Et la première illumination, la nature, la beauté, quoi. La nature de la beauté, mais aussi la beauté intérieure, de Hein. l'éveil, de la compassion, de la sagesse qui m'a inspiré depuis toute mon existence. Vous, Sarah Chardonnant, vous êtes la Benjamine parmi nous. Oui, je suis très honorée d'être là. D'autant plus, comme vous l'avez dit, je suis la Benjamine. La Syrie, l'Orient, le premier Orient, qu'est-ce que c'était pour vous? Mon premier Orient, ça a vraiment été la Syrie. C'est pour ça que j'ai un rapport si passionnel et fusionnel avec la Syrie. C'est vraiment un pays qui m'a énormément marqué, énormément touchée. À la fois par la beauté de ses paysages, mais surtout par la gentillesse, la sincérité et la simplicité de ses habitants. Parfum de jasmin, c'est un livre extraordinaire, hein, un livre de voyage et en même temps un livre pour connaître vraiment ce pays qui est tellement martyrisé. Il y a une passion, forcément, en Orient. C'est un lieu commun, mais il est vrai, hein, beaucoup de passion. Tout à fait, tout à fait. Ce livre, c'était aussi, n'est-ce pas, je ne cherche pas à minimiser ce qui se passe actuellement en Syrie, mais c'était également pour donner un autre visage de la Syrie, justement un visage plus lumineux, plus souriant. Un autre visage qu'on ne parle pas forcément aujourd'hui dans les médias. Alors, premier tour de table, on continue avec vous, Guy Métan. Vous, c'est la Russie. Alors, invité d'honneur de ce salon. Russie, Orient, Occident, on en reparlera peut-être. Mais là aussi, beaucoup de passion. La vôtre pour ce pays, ça a commencé comment? Alors moi, la première fois où je suis tombé amoureux de la Russie, c'est le 4 décembre 1994. Je m'en souviens comme si c'était hier, lorsque je suis allé avec ma femme chercher notre fille adoptive Oksana en pleine tempête de neige. Hein? Donc vraiment la caricature au fond de l'image qu'on se fait de la Russie. Donc un mois de décembre, froid, nuit, tempête, 1 mètre de neige sur la route. On a fait 200 km pour aller à Vladimir chercher notre fille. C'est l'image qui m'a marqué le plus. Jean-Christophe Ruffin, vous avez connu plusieurs Orients, hein, comme ambassadeur, comme voyageur, comme humanitaire, etc. Le premier, c'était quand? En fait, moi, je n'ai pas cherché l'Orient du tout Hein? parce que je n'aime pas les voyages. Je dirais comme Lévi-Strauss, je hais les voyages et les explorateurs. En fait, c'est vraiment le type d'engagement que j'ai choisi, étant médecin. C'est le fait de m'être engagé dans l'humanitaire qui m'a conduit vers des pays qui étaient des pays en guerre et des pays en souffrance vers lesquels j'étais amené à aller. Donc, si vous voulez, la première véritable rencontre avec un Orient qui est un peu particulier, qui est en tout cas l'Orient de l'Afrique, peut-être pas l'Orient du monde, mais l'Orient de l'Afrique, c'est l'Éthiopie, au moment de la famine éthiopienne de 84-85. Vous êtes très occidental, hein. Vous êtes habillé comme vous êtes parce que vous descendez de la montagne à l'instant, pas loin, dans les Alpes. Et dans vos livres aussi, l'Occident, le vrai Occident, vous êtes de Bourges, dans Grand Cœur, on voit ça. Et en même temps, vous êtes tellement lié à l'Orient, il faut les deux sans arrêt. Ouais, je pense surtout qu'il faut dire d'où l'on parle, qui on est. On peut parler de tout, mais c'est un peu ridicule de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Moi, je ne suis pas savoyard, par exemple. Je ne suis pas suisse non plus. Alors, j'habite à la montagne, c'est pas pareil.
Et quand je parle de l'Orient ou quand je parle de l'étranger, c'est avec mon point de vue d'occidental, il ne faut pas le méconnaître. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a toujours intéressé dans les romans que j'ai consacrés à ces pays, ce n'est pas de les présenter eux-mêmes, parce que ça, je n'en suis pas capable, c'est de parler de la rencontre avec eux. Et ça, je peux le faire puisque je l'ai vécu d'une certaine façon. La rencontre, pour le meilleur et pour le pire. On parlera du meilleur avec Mathieu Ricard, notamment ce qui se passe, y compris avec ce courage des Népalais devant la tragédie. Vous avez très vite prévu le pire, c'était l'islamisme violent. Vous avez été un des premiers à sentir que quelque chose se passait, une forme de haine. Quand est-ce que ça vous est apparu la première fois ? J'avais pas vraiment de mérite parce que j'étais ambassadeur à ce moment-là à Dakar. Et Dakar était une sorte de point d'observation très privilégié sur tout ce qui se passait au Sahara, au Sahel, avec tous les moyens, disons, d'observation, de renseignement dont la France dispose dans cette région du monde. J'étais évidemment très informé, peut-être un petit peu avant les autres, de ce qui se passait. Mais comme la manière dont je dispose pour m'exprimer, c'est le roman, je l'ai mis en scène sous forme romanesque, sous forme de fiction. Et plusieurs personnes m'ont dit à l'époque, par exemple, que les noms que j'avais choisis, par exemple Katiba, qui était le titre du livre, les gens pensaient que c'était un nom d'une femme. Bon. Et après, ils ont appris à leurs dépens que c'était le nom de ces groupuscules islamistes. Quand j'ai parlé d'AQMI, on m'a dit « c'est très original votre truc là ». Et j'ai dit « mais j'ai pas inventé, vous savez, c'est eux qui s'appellent comme ça ». Voilà, c'est toute l'ambiguïté. La foi violente, la foi haineuse, alors il y a toute la foi qui est aussi une foi d'amour chez une partie de l'islam, mais cette foi haineuse, l'islamisme violent, vous l'avez vu quand ? En face, vraiment ? Moi, je n'appellerais pas ça de la foi. Je pense que c'est en fait, la violence est première dans leur démarche. Et ils déguisent ça en empruntant des thématiques religieuses. Il y a un grand sociologue qui s'appelait Oscar Lewis qui avait décrit ça à propos de toutes les... Vous savez, de toutes les masses de pauvres qui sont déracinés comme ça et qui se retrouvent... C'est valable aussi bien pour les ouvriers à Glasgow au 19e siècle que pour les gens du Sentier Lumineux, les Indiens, etc. Quand vous êtes déraciné, quand vous avez perdu vos repères, la violence est là et vous la maquillez en quelque sorte. Donc la foi, elle est vraiment là pour servir de prétexte en réalité. Comment est-ce que vous voyez ça, Mathieu Ricard ? Vous êtes si loin de ça. Hein. Vous prônez une foi qui est altruiste, qui est intense, mais au nom de laquelle on peut ni tuer, ni être tué. Et là, il y a cette énergie extraordinaire dans le sens monstrueux, mais elle porte tellement de gens. Ça vous fascine, ça vous horrifie, ça ? Oui, ça ne peut que, bien sûr, horrifier. On peut dire que c'est une déviation parce qu'il n'y a pas une religion, même si on peut trouver des justifications dans les textes si on cherche bien, qui, au départ, est dit « Dieu est toute haine, tuez-vous les uns les autres ». Et la règle d'or est présente partout. Simplement, les déviations humaines, c'est malheureusement ce qu'on peut voir, à la fois le meilleur et le pire, comme vous le disiez. Il y a cette vieille idée en Occident que tout vient de l'Orient, les grandes religions monothéistes, les grandes passions religieuses. Il y a un fond de vérité ? Je ne saurais pas vous dire. Personnellement, je vis depuis 50 ans dans un milieu bouddhiste où c'est pas une religion théiste pour commencer, c'est une sagesse. Et effectivement, la compassion et l'altruisme est au cœur de cette démarche. C'est ce que je vois maintenant depuis la tragédie du Népal. Je suis parti juste quelques jours avant le tremblement de terre. Mais sur place, on a 600 moines qui vont dans les villages. Nous avons une clinique que nous avons fondée il y a 15 ans où il y a 50 médecins et personnel médical qui se joignent aux moines pour aller au secours alors que l'État ne fait pas grand-chose. Et là... Ça, pardon, c'est la force de la foi dans ce qu'elle a alors d'admirable. Une forme ou alors c'est culturel, cette forme de courage. Non, c'est l'expression de ce que vous êtes. Quand vous voyez un enfant se noyer, il est précisément d'une foi ou d'une tribu pour laquelle vous voulez commettre un génocide, vous le laissez se noyer. Si l'altruisme est au fond de vous, la première chose que vous allez faire, je dirais presque sans réfléchir, c'est l'expression de vous-même, c'est de venir à l'aide, c'est de vous mettre à disposition, c'est de servir autrui. Et donc c'est pour ça que se construire soi-même dans le monde de l'humanitaire, où je travaille depuis 15 ans, toutes les déviations, la corruption, les conflits d'ego, ça vient de ne pas avoir suffisamment cultivé ces qualités humaines qu'on peut mettre à profit dans les hauts et les bas de l'existence. On parlait du Proche-Orient. Alors vous, Sarah Chardonnance, vous y êtes allée, vous y êtes retournée à moto. Ça donne ce très beau livre Parfum de jasmin. Et vous avez vu le changement dont parlait Jean-Christophe Rufin, de gens qui étaient
normaux, disons, aimables, etc., qui sont devenus fanatiques. Vous avez vu ça? Oui, malheureusement, j'ai constaté cette radicalisation avec un exemple très concret. J'avais un jeune ami qui tenait l'Internet Café de la ruelle où je vivais à Damas. Et c'était un jeune de mon âge avec lequel on allait bien souvent boire des bières ensemble. Et on parlait de cinéma américain. Je l'ai quitté donc en 2011. Je suis partie de Syrie en mai 2011 avec la moto. Et ensuite, je suis revenue en Syrie à titre personnel 3 fois en 2012. Et quand je suis revenue en avril 2012, l'Internet Café était fermé. Et j'ai demandé, mais où est-il? Et on n'a pas pu me répondre. Et je suis retournée pour la dernière fois en Syrie au mois d'août 2012. Et il était là, il était revenu dans son Internet Café. Et il m'a dit que voilà, il avait été torturé en prison. J'ai pu voir les marques de scarification derrière son dos. Il a été électrocuté. On l'a drogué à son insu. Et malheureusement, ensuite, quelques semaines plus tard, sur les réseaux sociaux, j'ai vraiment vu cette radicalisation. Il posait avec, malheureusement, un Coran dans une main, une Kalachnikov dans l'autre. Donc, vous voyez vraiment ce passage d'une personne qui n'était absolument pas attirée par la religion, qui est complètement apolitique et qui est tombée, au fait, dans ce fanatisme, dans cette radicalisation. Vous traversez un pays tellement délité. Hein. Est-ce qu'il y a une nostalgie de l'ordre? C'était Bachar el-Assad. Est-ce qu'il y a une nostalgie de ça? Bon, moi je suis très mal placée pour dire s'il y a une nostalgie ou bien pas. Je ne suis pas syrienne. Je me garderai de parler au nom des Syriens et des Syriennes. Maintenant, on se rend compte aujourd'hui que malheureusement, le pays est tiraillé dans cet obscurantisme, ce fanatisme que représente Daesh. Et on a un retour, notamment des capitales occidentales, un retour au dialogue avec Bachar el-Assad. Donc voilà, je ne sais pas où ça va mener, mais on a un retour du dialogue avec un dictateur avec lequel on ne voulait plus parler il y a quelques années. On parlait de lieux communs sur le Proche-Orient. Il y en a un qui revient très fortement, c'est que ce sont des mondes où il faut de l'autorité, des régimes à poigne. Beaucoup disent c'était mieux sous Bachar, c'était mieux sous Ben Ali. Vous qui avez beaucoup été dans ce monde-là, est-ce que vous le pensez, Jean-Christophe Rufin? C'est très difficile d'assigner à un peuple de façon essentielle comme ça le fait de dire, ben voilà, je sais pas, les Africains doivent vivre dans les arbres, les Arabes doivent avoir un dictateur, les Russes ne peuvent vivre que sous le joug, c'est quand même très compliqué. Mais moi, je voulais revenir un instant sur ce que vous disiez tout à l'heure, tout vient de l'Orient. Je pense qu'en l'occurrence, il ne faut pas non plus méconnaître l'apport qui est celui de notre histoire, notamment en matière de droits de l'homme, puisque finalement, l'humanitaire, c'est une branche des droits de l'homme en acte. Cette idée de l'égalité des conditions, cette idée de la compassion, c'est-à-dire qui fait qu'on peut souffrir à la place de l'autre sans mettre une différence radicale entre lui et moi, ça c'est une idée de la philosophie des Lumières quand même. Et c'est une idée que la démocratie occidentale a cultivée. Il y a un grand écrivain iranien qui s'appelle Dariush Shayegan qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « La lumière vient de l'Occident ». Et Dariush Shayegan vit à Téhéran. Et il écrit pour dire, alors qu'il connaît très très bien les philosophies orientales, pour dire tout ce que l'on doit aussi à notre propre histoire. Parce que je pense qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Et nous avons une tradition très forte, dont moi je me sens vraiment l'héritier, qui est une tradition ici de conquête de ces droits et de propagation de ces droits dans le monde. Vous mentionniez la Russie parmi les pays qu'on a une certaine difficulté à comprendre. C'est votre thème, Guy Mettan, hein. Vous signez le Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, et vous dites, les médias notamment, mais pas seulement les médias, ont de la peine à comprendre la Russie qui est si proche pourtant. Par exemple, la popularité de Poutine. Le fait que Poutine soit populaire, c'est un fait, et vous dites ça irrite, ça provoque de l'incompréhension. Oui, moi je me suis intéressé à la confrontation. Alors il y a des passerelles, effectivement, mais je me suis intéressé à la confrontation entre l'Orient et l'Occident à travers le cas de la Russie. Comme journaliste, j'ai effectivement été choqué par la manière dont les médias, mes confrères journalistes, couvraient les événements de la Russie, quels qu'ils soient, hein, que ce soit les Jeux Olympiques de Sochi, la tragédie de Beslan, la guerre de Géorgie, et n'importe quelle
action de Poutine. Et ça m'a profondément choqué parce que, connaissant quand même relativement bien ce pays, j'ai pu constater à quel point c'était biaisé, c'était absolument injuste pour les Russes, y compris dans la manière qu'on a de fabriquer ce méchant, l'image du méchant Poutine. Je ne dis pas qu'il est bien, parce que je ne suis pas là pour défendre Poutine, mais je montre comment, au fond, cette fabrication du méchant finit au bout du compte à faire des méchants. Alors, vous faites un livre très documenté, livre d'histoire, mais aussi sur les médias. Vous taquinez des médias, dont le mien. Hein. Il y a 2-3... Pas beaucoup. Et vous dites, voilà, vous citez telle émission, on donne un sondage russe, fiable apparemment, disant que Poutine a plus de 80% de... Mais les minutes qui suivent, on essaye de montrer pourquoi, on essaye de montrer pourquoi c'est tellement incroyable, mais quand même c'est le cas, etc. Il y a cette incompréhension. Oui, parce qu'elle est basée sur l'histoire, justement. Le premier problème est déjà venu au temps de Charlemagne et ensuite avec le schisme, où entre le schisme entre orthodoxes et catholiques, eh bien, on a fabriqué, au fond, ce méchant d'abord byzantin et ensuite ce méchant russe quand la Russie a repris le lest byzantin après la chute de Constantinople. Et ça a généré toute une série de préjugés qui sont reproduits par la presse. Ce qui est intéressant, c'est que si on lit la presse anglaise de 1851, 2 ans avant la guerre de Crimée, on retrouve exactement le même vocabulaire pour désigner Nicolas Ier qu'aujourd'hui pour désigner Poutine ou qu'il y a 50 ans pour désigner Staline. Ce qui montre, au fond, et c'est ça qui m'inquiète, cette perpétuation, au fond, des préjugés. Je ne juge pas du pays, parce qu'il mérite les critiques, mais c'est ce fait-là qui m'intéressait. Jean-Christophe Rufin parlait ça vient d'Occident, ça vient d'Orient. Vous donnez un exemple du pacte germano-soviétique et de Munich. Hein, et vous dites... Oui. Quand c'est le pacte germano-soviétique, vu d'Occident, on dit toujours « Ah, c'est le cynisme russe », mais Munich, on dit « Oh, c'était une faiblesse occidentale ». On ne voit pas le côté machiavélique. Absolument. C'est intéressant de savoir qu'en fait, le pacte germano-soviétique est la conséquence de Munich et d'un fait qui est totalement ignoré par nos historiens. Le pendant, vous dites. Hein. Le pendant, et d'un fait qui est totalement ignoré par nos historiens, qui est le fait que le Japon avait attaqué la Russie en Mandchourie en 1938 et que la Russie se sentait attaquée sur 2 fronts, d'une part par le Japon et menacée par Hitler. Et c'est constatant l'accord entre Hitler et les Français et les Anglais qu'il s'est dit « je ne veux pas me faire prendre en tenaille » et ça a motivé cet accord avec Hitler. Mais c'était une réaction et non pas une action. Dans plusieurs choses qui sont dites, on sent quand même une forme de malaise. Est-ce que les peuples dont on parle sont prêts ou non à une démocratie de type occidental? Est-ce qu'en Syrie c'est possible dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'en Russie c'est possible? Qu'est-ce que vous dites à ça? Parce que alors, on joue avec les mots, on dit non, ils ne sont pas condamnés à la dictature, mais quand même c'était un peu moins tragique par exemple en Syrie ou en Libye avant. Alors, la démocratie type occidentale, c'est possible ou non? Non, moi, il y a une chose qui me fait toujours beaucoup rire, c'est quand notre président, alors je suis français, je ne suis pas en France, mais je peux quand même en parler de ce pauvre, notre président de la République, qui représente à peu près 20% de l'opinion publique, hein, il est à 20% dans les sondages, et il donne des leçons de démocratie à Poutine, qui a 80% d'opinion favorable dans son pays. C'est amusant parce que on se demande... Vous faites un heureux, là, à ma gauche. Mais non, mais c'est vrai que... Alors, bien sûr, il y a la question des médias qui sont peut-être moins libres, etc. Mais enfin, je crois quand même qu'on a été très loin. Moi, je suis tout à fait d'accord dans cette espèce de caricature. Madame Hillary Clinton, peut-être future présidente des États-Unis, disant Poutine égale Hitler. C'est quand même relativement fou. Alors, là-dessus, je crois qu'il faut être assez modeste et puis surtout différencier les situations. La Russie est un pays qui fonctionne peut-être pas idéalement comme on le voudrait, mais enfin il fonctionne et avec quand même une représentativité des élections et un président qui est élu et qui est bien élu. Le cas syrien est différent. Et là, il s'agit quand même d'une situation de dictature. Bon, donc voilà, il ne faut pas tout mettre dans le même panier et avoir une vision comme ça simpliste. Il y a les bons, c'est nous, et les méchants, les autres. Oui, tout à fait, je confirme. Et si on regarde le cas de la Russie, il faut quand même voir qu'en 25 ans, ils n'ont jamais été aussi démocrates
de leur vie. Ça fait depuis 2000 ans qu'ils vivaient sous une forme d'autocratie. Donc, vu Tout avec ça, un tout petit peu de distance. Avec les limitations policières, Internet, Mais etc. si on regarde le progrès un peu dans l'histoire, on peut quand même reconnaître que jamais la Russie n'a été aussi démocratique que maintenant, malgré évidemment toutes les limites, les problèmes et effectivement aussi les restrictions que personnellement, eh bien, je critique aussi. Il faut voir les choses un peu sur la distance et puis avec le recul historique, je crois que c'est nécessaire. Mathieu Ricard. Mais je pense que la démocratie, comme la liberté, ça s'apprend, comme les droits de l'homme. Pourquoi? Parce que quand un État décide tout ce que vous devez faire, en fait, vous suivez les instructions, vous n'êtes à la fois ni libre, mais ni responsable. Tandis que quand vous êtes libre, la liberté vient avec une responsabilité à l'égard d'autrui, notamment de respecter la liberté d'autrui, de ne pas empiéter sur leur bien-être, de ne pas les instrumentaliser. Et donc, c'est toute une culture qui doit venir à la surface. Et c'est sûr que quand il y a des valeurs profondes dans certaines cultures qui mettent davantage l'accent sur une société communautaire, collective, sur moins d'individualisme, moins d'égoïsme, davantage de compassion, eh bien, normalement, les responsabilités devraient être perçues beaucoup plus clairement en même temps que les libertés. Est-ce que le monde va mieux? On parlait d'exemples orientaux où c'est difficile de dire quand c'était mieux ou non, hein, en Syrie, en Irak, en Libye, etc. Ça allait mal avant, ça va mal maintenant. Qu'est-ce que vous dites? C'est une question terrible, mais... Non, parce que paradoxalement, et ça j'ai fait un chapitre dans mon ouvrage Plaidoyer pour l'altruisme, c'est dans le nouveau, là, vers une société altruiste. Contrairement à toutes les images reçues, la violence n'a cessé de diminuer dans le monde depuis 5 siècles. En Europe, en 1350, à Oxford, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 1. Vous dites qu'il y a une banalité du bien. On parle de la banalité du mal, il y a banalité aussi une banalité du bien. C'est que quand on voit tout un groupe de personnes qui vont coopérer, se rassembler, faire quelque chose d'utile pour les autres, ou même entre eux, comporter de façon décente et civile dans la journée, ça ne sera pas le soir dans votre journal télévisé. Si une de ces 100 personnes, il y a si une de ces 100 personnes a attaqué une vieille dame, cambriolé une banque ou fait quelque chose d'autre, vous êtes sûr que ça sera là. Attendez, un jeune homme de 20 ans ou une jeune femme en Europe a vu 40 000 meurtres à la télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la réalité. Donc nous avons cette image parce que nous sommes attirés par l'extrême. Donc en fait, la violence vis-à-vis des enfants, la violence domestique est encore la plus grande cause de violence au monde, a diminué de moitié aux États-Unis en 20 ans. J'aimerais un mot de conclusion de chacun d'entre vous sur l'Orient, puisque c'était un fil rouge un peu incertain, mais quand même un fil rouge qui vous liait. Vous écrivez, vous voyagez aussi, le voyage littéraire ou réel que vous conseillez. Qu'est-ce que c'est, l'un et l'autre? Comment ça va, Mathieu? Vous êtes le sage du groupe, vous êtes le moine. Le voyage littéraire, moi je passe mon temps à lire beaucoup de livres. Je ne sais pas, lisez, apprenez. Vos photos qui sont extraordinaires du Tibet. Là, il y a une exposition ici, 108 sourires, pour donner un peu de confiance dans la nature humaine. Parce que pour voir cette beauté à l'intérieur et pas seulement le syndrome du mauvais monde, que tout le monde est là pour s'entretuer, il y a aussi cette possibilité en nous. Guy Mettant, le goût de la Russie. Oui, et là, moi je dirais pour la Russie, c'est allez-y, visitez, discutez avec les gens, allez voir la merveilleuse nature en Sibérie, c'est vraiment extraordinaire. C'est le dernier endroit du monde avec l'Amazonie où on a une nature absolument fantastique et encore épargnée, Dieu merci. Donc vraiment, il faut aller sur place, il faut lire naturellement. Et puis, mais surtout, il faut y aller soi-même parce que c'est avec son cœur, et Mathieu ne me contredira pas, qu'on découvre finalement l'autre et qu'on évite de l'essentialiser dans ses défauts. Ça, c'est un des grands torts que l'Occident a, c'est d'essentialiser les défauts de l'autre. Il faut qu'on sorte de cette coquille. Jean-Christophe, où est-ce qu'il faut On peut aller à Saint-Nicolas déjà, c'est pas loin d'ici, c'est votre village. Oui, ça c'est... Non, mais moi, la dernière œuvre qui me vient à l'esprit quand je pense à, disons, l'évolution du monde et ce qu'il faut voir pour le comprendre, c'est le film qui a eu beaucoup de succès, d'ailleurs, heureusement, d'Abderrahmane Sissako, Timbuktu, film qui montre le Sahara subissant effectivement cet islamisme radical, mais avec beaucoup d'humour, beaucoup de finesse et beaucoup d'espoir d'une certaine manière. Sarah Chardance, vous c'est à moto, vous visitez le monde, alors c'est... Non, mais j'aimerais revenir sur ce qui a été dit auparavant et en guise de conclusion également, en guise de message d'espoir pour la Syrie et le Moyen-Orient. J'aimerais rappeler au fait les bonnes paroles d'un ancien professeur de Sciences Po qui était Hubert Védrine
et qui nous disait, on était étudiants à l'époque, il nous disait la démocratie, ce n'est pas du café soluble. La démocratie, et là je m'adresse à un historien, donc la démocratie c'est du temps long. Et donc il faut donner le temps au temps. La démocratie, on ne la construit pas en 3, 4, 5 ans, c'est une histoire de génération. Merci pour cette belle conclusion. Je propose d'applaudir nos 4 invités et de lire leurs livres, évidemment. Certains signent là dans les minutes qui suivent. Merci beaucoup de nous avoir suivis.